Et l'idée de tout ça est aussi l'idée du documentaire. Et c'est un peu, je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a un petit message d'encouragement de nos blessés pour ceux qui vont voir ce film et qui sont peut-être dans leur canapé chez eux depuis quelques mois ou plus, qui se disent tout est possible. Voilà. On peut arriver au fond de la piscine, taper du pied, remonter à la surface et arriver là-haut et arriver à trouver la main qu'on leur tend. Des mains, il y en a plein. Il faut la voir, vouloir la prendre à un moment donné. Donc voilà, moi je reste, quoi qu'il arrive, sur ces visions-là, positives, dans des histoires dramatiques. Et plein d'exemples qui sont incroyables. Comme on l'a dit, les Invictus Games, c'est une compétition certes, mais avant tout, c'est surtout l'image, l'esprit. On a été blessé en service pour une opération et de montrer la résilience qu'on a pu avoir pour remonter la pente, pour se reconstruire par le sport et de montrer que quand on veut, on peut. Nous, ce qui nous importe, c'est les victoires qu'on a menées contre nos combats, nos blessures. Et ça vaut toutes les médailles du monde. On est sur de l'adaptation, on a su le faire. Quand on était en mission, on savait s'adapter. Donc voilà, vraiment, tout est possible. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple ou encore Google Podcast, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à laisser nos notes de 5 étoiles pour aider à la faire connaître. Et si vous souhaitez soutenir notre média indépendant, vous pouvez également rejoindre notre espace premium sur défense-zone.com et mettre ainsi la main sur du contenu inédit ainsi que nos magazines papier. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Laurent, bienvenue dans le podcast. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, donc moi c'est Laurent, je suis originaire du Pays Basque, j'ai une 50aine d'années et marié, un enfant, toujours installé dans le sud-ouest, une volonté de rester près de nos Pyrénées, pas loin de l'océan. Et j'ai construit ma vie comme ça et je continue dans ce sens-là. Mmh. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Alors aujourd'hui, je suis vidéaste, réalisateur, on va dire. C'est mon activité principale depuis une douzaine d'années. Et donc, j'ai un parcours avec différentes phases. Hein. Moi, je me suis engagé à 18 ans au 35e RAP à Tarbes. Donc, à la base, formation de topographie. J'ai voulu venir là spécifiquement pour faire de la topo. Et puis, j'ai eu l'opportunité de tenter les tests pour entrer en équipe GCP. Et Commando parachutiste ? Commando parachutiste, ouais, c'est ça. Donc, chaque unité parachutiste de la 11e BP alors à l'époque, avec son équipe CRAP, c'était le nom. Et en notre période, en 1999, il y a eu la création d'une deuxième équipe dans chaque régiment. Et donc, j'étais pile un peu dans cette période où j'avais envie de changement et puis relever ce défi. Et pour nous, en tout cas, dans ce régiment, rentrer dans une équipe comme ça change la vie, en fait.
ça change la vie, c'est des procédures différentes, c'est des missions différentes et clairement, j'ai eu cette opportunité et l'aventure plus intense a commencé à ce moment-là. Ok. À ce moment-là, tu t'intéressais un peu à la vidéo ou pas du tout? Alors c'est marrant parce que donc la vidéo, pareil, ça rejoint exactement cette période, c'est qu'on était une bande de copains rentrés en équipe en même temps et on faisait beaucoup de paraclubs à l'époque. Donc on a tous progressé à peu près au même moment, sur les mêmes niveaux, on va dire, passer les brevets, arriver brevet C, faire de la vidéo. Et donc on avait pris comme habitude de filmer tous nos sauts et on avait comme habitude de se faire des petits clips en fin de stage, etc. Donc c'était rigolo. Et donc ce goût de la vidéo, je l'ai eu dans le para. Moi, j'ai sauté pendant une dizaine d'années. Et donc alors, j'étais pas dans la cellule photo vidéo de l'équipe. On avait des gars qui faisaient ça. Voilà, mais j'ai eu vraiment le goût du traitement de l'image et de mettre tout ça en musique à ce moment-là. Donc après, j'étais aussi vidéoman tandem. Donc à chaque saut qu'on filmait, il fallait faire un petit montage pour les gens qu'on faisait sauter. Donc c'était marrant de transmettre déjà à l'époque, de transmettre même de l'émotion, on dirait pas, mais à travers un petit saut en tandem. Les gens qui vivent ça, et on était ravis de leur donner un petit souvenir avec un clip vidéo. Puis après, avec des copains, justement, on pratiquait. Nous, on est au pied des Pyrénées, donc on a pris à l'époque nos casques avec des mini DV, des plaques en alu sur les casques. On est parti en montagne en hiver, faire du snow, filmer nos runs. Alors les gens prenaient un peu pour des extraterrestres parce qu'il n'y avait pas d'action cam à l'époque. Ouais. Alors c'était marrant, voilà. Donc toujours pareil, la volonté d'essayer de sortir des images dans des conditions un peu compliquées et puis en faire des clips et les partager. Voilà. C'était un peu le début des réseaux sociaux, donc c'était marrant. Ah, trop marrant. La GoPro de l'époque. Avant. C'était des caméras en mini DV. Et puis après, sont arrivés. Moi, j'ai arrêté le para quand j'ai quitté l'armée en 2008. Et venait de sortir quelques temps avant les premières GoPro en France. Donc mes derniers sauts, on va dire, je les ai faits avec la première GoPro. Donc j'ai toujours ce goût de sortir des images plus originales possibles, on va dire. Après, je suis parti en reconversion dans le commerce du sport. Donc là, pareil, j'ai incité le boss à être revendeur GoPro. Donc là aussi, moi, je continue à filmer tous les sports que je pratiquais, la montagne, l'été, l'hiver, l'océan ou autre. Et donc voilà, être un peu référencé comme le vendeur conseiller en action cam à l'époque dans un magasin outdoor, c'était marrant. Et c'est là où on a commencé à me tendre des perches en me disant, tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire un montage? Parce que les caméras étaient vite accessibles, c'était du Full HD à l'époque, il n'y avait pas encore de 4K, mais les caméras étaient accessibles au grand public, mais très peu de gens avaient les ressources matérielles pour le montage, ou le goût, ou le temps pour le faire. Donc filmer, c'était bien, mais on en fait quoi après? Des cartes SD de pleine. Et donc j'ai eu l'idée un jour, après avoir mangé avec ma femme un soir, de me dire, tiens, je vais monter ma micro-entreprise, je vais proposer mes services en post-prod. Une facilité déconcertante de créer son micro-entreprise. Donc ça s'est fait en 2-2. En 15 jours, j'avais mon numéro de SIRET. Et je pensais faire ça en parallèle, sauf que non, on m'a demandé si je voulais filmer le showroom d'un magasin ou un copain qui avait son activité. Donc la réalisation vidéo, elle a commencé comme ça, avec une caméra basique, avec un trépied acheté en grande surface, un slider fabriqué avec un pote menuisier, enfin vraiment de l'artisanat complet. Et je prenais pas trop ça au sérieux parce que j'étais salarié en magasin de sport, mais il y avait de plus en plus de demandes et je me suis dit, la prochaine demande, je démissionne et je me lance dans l'aventure. Donc normalement, quand on monte un business, il y a une petite... il faut faire une petite étude de marché, voir quelles sont les possibilités, où est la concurrence, comment on se positionne. Bon, je n'ai pas du tout fait ça. J'ai démissionné, je suis parti à l'aventure. Et j'ai utilisé évidemment mon réseau
de mon magasin de sport, de tous mes clients outdoor. Et puis les demandes sont venues les unes après les autres dans différents secteurs, l'événementiel sport. Trop bien. Donc ça a été jusque-là une 12aine d'années à vivre de ma passion en autodidacte, à apprendre tout seul plein de choses, les nouveautés, investissement matériel, changer de statut, s'entourer d'une équipe pour des grosses réalisations. L'aventure entrepreneuriale, la magnifique aventure entrepreneuriale avec autant que possible être bien entouré, faire les bons choix. Ouais. Ça peut s'apprendre, j'imagine, dans des belles écoles de commerce ou dans des formations audiovisuelles ou de cinéma. Mais moi, j'ai tout fait au feeling. Et puis, ça a marché plutôt pas trop mal, quoi. Ouais. Des retours que je vois des gens qui ont fait des grandes écoles, en général, les écoles de commerce ne forment pas trop à ça. Hein. C'est plus, forment plus à devenir des bons managers, des bons salariés, des bons cadres, on va dire, dans des grosses boîtes. Mais créer une boîte de zéro, tant que tu n'as pas fait la démarche comme tu as fait, d'aller sur le site du gouvernement, ouvrir ton truc, demander ton SIRET, déclarer tes impôts, etc. Payer ta CFE, payer ta TVA. C'est des trucs, techniquement, tu apprends en faisant, quoi. Mais d'ailleurs, est-ce que ton passé de commando para t'as un peu aidé là-dedans, dans le côté entrepreneur? Ouais, c'est indéniable. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais on peut avoir des capacités. À l'origine, il faut quand même... pour entrer en équipe avec tout ce qu'on nous demande en test d'entrée, capacité physique ou globale, c'est une chose, mais on développe ses capacités en équipe. Ça, il y a beaucoup d'autonomie, on travaille en cellule. Évidemment, on a un chef d'équipe, il y a tout ça, mais on nous demande de prendre des initiatives ou pour développer du matériel ou être à l'affût des nouveautés ou... même si on a des procédures communes à toutes les équipes, mais à l'époque, il n'y avait pas les formations de Jetberg qu'il y a maintenant, par exemple. Mais en effet, on développe ce goût de la curiosité, de la prise d'initiative, de l'autonomie, des process. On s'invente des process aussi. C'est la même chose dans un business ou dans une activité. Il faut avoir une vision un peu globale. Il faut se positionner par rapport aux autres. Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est bon? Quels sont les domaines dans lesquels on peut s'améliorer comme en équipe? Voilà. Est-ce qu'on a, nous, des domaines dans lesquels on est moins bon? Si c'est le saut, je vais sauter encore plus. Si c'est le tir, je vais cramer plus de chargeurs. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et surtout, dans un milieu créatif, de la vidéo. Encore à l'époque, il y avait des vidéastes, il y avait des boîtes de prod qui existaient. Moi, je suis dans la région paloise, qui existe depuis des années. Et moi, j'arrive dans ce milieu, alors avec un parti pris de me faire plaisir et de partir dans l'événementiel sport. Donc, j'ai couvert énormément d'événements, qui m'a amené après avec des marques de montagne ou des marques outdoor à travailler avec eux. Donc, c'était vachement intéressant. Mais pareil, au feeling, je me suis dit, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vais quand même répondre à des appels d'offres, des gros appels d'offres, me mettre en concurrence avec les autres grosses boîtes. Je vais faire de la petite entreprise locale. Je vais bosser avec la ville de Pau, par exemple, ou la communauté de communes, avec des cahiers des charges très, très carrés, très stricts. Mais c'est toujours intéressant, techniquement, et en pro, de travailler comme ça. Donc, en fait, j'ai touché un petit peu à tout, et c'est ce qui a fait que, arrivé le Covid, même si je faisais beaucoup d'événementiel sport, quand on travaille dans l'événementiel, qu'arrive le Covid, et même quand ça reprend, il n'y a plus d'événementiel. Donc, quand on perd 40% de son chiffre d'affaires, ça fait un peu mal. Faut vite rebondir. Toujours pareil, réactivité. Si on fait le parallèle avec l'ancienne vie, un canon conforme. OK, comment on réagit? Est-ce que je l'ai anticipé? Oui, un petit peu, quand même, dans les grandes lignes. Donc, je réagis rapidement. Et donc là, après, il y a des opportunités, il y a des rencontres qui font que il faut vite réagir. Voilà. Donc, d'un côté, il y a la gestion d'entreprise où j'ai voulu toujours être raisonnable sur la trésorerie de ma boîte, etc., qui fait que les coups durs, quand il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre pendant quelques mois, il faut
quand même payer son comptable, l'URSSAF, l'amortissement du matériel, etc. Mais voilà, cette sagesse m'a permis de passer cette tempête. Et puis après, c'est là où j'ai eu les premiers... je me suis reconnecté avec l'institution militaire au déconfinement. Et il faut être à l'affût des petits signes qu'on peut avoir. Alors là, ça a été via les réseaux sociaux. Je fais toujours le parallèle avec l'ancienne vie. Quand on est sur le terrain, tous les sens sont en éveil. Il faut toujours être à l'affût de qu'est-ce qui se passe, etc. pour réagir. Moi, sortie de confinement, j'ai fait déjà une petite planning. J'ai dit, OK, je vais perdre de l'argent. L'événementiel 2021, il n'y en aura pas. 2022, ça va être compliqué. Donc, il faut vite réagir. Et donc, ces petits signaux, 2-3 mails, un coup de téléphone, et donc j'ai eu la chance d'aller faire des réalisations vidéo. C'était pour l'étape à l'époque. Voilà. L'école des troupes aéroportées. L'école des troupes aéroportées, c'est ça, qui voulait digitaliser une partie de leur formation, TAP, et qui ont fait appel à quelqu'un qui connaissait le domaine, qui avait sa boîte comme moi, et parce qu'en interne, ils n'avaient pas ni les ressources humaines ou techniques pour faire justement des tutos dans des salles en multicaméra avec un vrai process de réalisation de tutos. C'est pas simple. Et donc, l'aventure a commencé là. C'était incroyable. Je n'aurais jamais imaginé revenir à l'école, à l'étape, avec une casquette de réalisateur en prenant un brief et en y répondant. Et on revenait plus de temps en temps, soit des Saint-Michel ou autre. Et ça a été une super opportunité, une aventure incroyable. Et là, c'est parti. Donc, des recommandations, parce que le boulot s'est bien passé. Revenir dans l'événementiel sport militaire. Donc, j'ai collaboré pas mal avec le CNSD, le Centre national des sports de la défense, à Fontainebleau. Pareil, je leur ai montré certaines de mes réalisations. Ils avaient des besoins pour couvrir des championnats du monde militaires dans différentes disciplines. Donc pendant 2-3 ans, j'ai couvert les championnats du monde militaire de rugby, de triathlon, d'équitation, de sauvetage sportif. Donc c'était pareil. Là, je cochais des cases qui me faisaient vraiment plaisir. Donc la réalisation dans des beaux événements, la culture militaire que je connais bien, et mêler tout ça à travers des réalisations. Je n'avais pas forcément de cahier des charges. On m'a dit, il faut que ce soit sympa, quoi. Que ce soit sympa, donc c'est parfait. Donc, c'est trop bien. Donc l'aventure comme ça. Et alors, j'ai toujours gardé en tête, j'avais un autre projet qui était au fin fond de mon cerveau, c'était de vouloir œuvrer pour les blessés. J'avais eu l'occasion d'aider un pote 1 ou 2 fois sur des petits clips, parce qu'il récoltait des fonds pour les gueules cassées, etc. Mais en fait, l'épisode le plus marquant que j'ai pu avoir, c'est donc 2009, quand je quitte officiellement le régiment. Moi, j'apprends le décès de mon chef d'équipe en Afghanistan. Et un pote de l'équipe, son radio, qui a été très, très grièvement blessé ce jour-là. C'était son radio, et il nous a quittés quelques temps après. Donc ça, c'est le premier épisode qui m'a profondément marqué. J'ai toujours gardé un petit lien avec l'équipe, avec des copains. Et bon, évidemment, on va pas refaire l'actualité, mais entre 2009, 2012, 2013, 2014, il y a eu d'autres blessés, d'autres clashs sur ces missions-là. Et donc, oui, toujours des connaissances qui rentrent blessés ou qui rentrent pas. Et donc je m'étais dit que peut-être à force, avec l'expérience, qu'un jour j'allais faire quelque chose à travers la vidéo pour rendre hommage en fait à mes potes, à ses camarades et à tous ceux qui luttent là contre la blessure physique ou psychique. Donc en fait, au début, j'étais trop jeune. Trop jeune vidéaste, pas assez d'expérience pour appréhender l'écriture et la réalisation d'un 52 minutes. C'est quand même pas rien. Donc je me suis fait la main pendant des années avec plein de clips, des mini-métrages ou des mini-docus de 26 minutes, 1 ou 2 fois dans le milieu du sport. Donc là, déjà, on est obligé de passer par des phases d'écriture. Mais un 52, là, il faut vraiment se structurer. Et donc, justement, c'était à l'occasion
d'un reportage que j'ai fait pour le CNSD en immersion avec le département des blessés, qui m'a commandé un petit clip pour montrer les stages de reconstruction par le sport des blessés. Donc j'ai passé 10 jours à Fontainebleau et j'ai côtoyé ces gars et ces filles. Donc beaucoup de gars évidemment et ils m'ont marqué, les gars, c'est incroyable. Cette force mentale, physique, alors différentes pathologies, il y a du paraplégique, de l'amputé, du TSPT, toujours pareil. Donc alors j'ai été très bien introduit ou en tout cas intégré et présenté dès le début par le staff, disant voilà, Laurent, il vient du milieu, il connaît. Oui, il fait de la réalisation, mais c'est pas un journaliste people, etc. Donc, vous inquiétez pas. Alors, j'ai voulu être le plus discret possible, et en même temps, être à l'écoute, discuter. Et après ces 10 jours, donc, j'ai fait ce petit clip et je suis rentré. Et c'est là que j'ai appelé ma scénariste. Où j'ai commencé à constituer mon équipe. Ma première, c'était la scénariste avec qui je lui ai dit, ça y est, c'est le moment, on y va. Je lui avais déjà parlé de ce projet, parce qu'elle avait déjà écrit avec moi un précédent doc. Et là, je lui dis, je suis prêt, c'est le moment, je veux faire un documentaire sur les blessés. Il y a des histoires incroyables à raconter. Maintenant, voilà, techniquement, je suis prêt. On y va. Et on a commencé à écrire les premières lignes du scénario, monter un dossier de production. Alors, c'est un peu technique, c'est très long. Dossier de sponsoring, parce qu'il faut financer. Et puis là, il faut un peu se mettre à nu, il faut se présenter. Alors, moi, j'ai toujours été un peu discret, on va dire, sur mon ancienne vie, mais là, il faut sortir 2-3 photos pour les mettre sur un dossier, raconter un peu sa vie perso pour faire confiance aussi aux partenaires. Pour dire que il y a une histoire derrière. Enfin, c'est pas un effet de mode, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Donc voilà. Et donc ce projet, il m'a pris 2 ans et demi. Écriture, aller chercher les financements, choisir les blessés, leur proposer, leur demander quels blessés, pourquoi, complémentarité des profils, des armées représentées, des générations, des pathologies. Et donc j'avais choisi 3 blessés. Parce que concrètement, c'est compliqué d'en avoir plus. Le principe du portrait croisé sur un 52 minutes pour entrer en profondeur dans les histoires personnelles, on ne peut pas faire plus de 3 profils, on va dire. Et puis, il fallait s'ajouter à ça des intervenants extérieurs, partie médicale, partie sportive, etc. Donc, et tout ça, ça s'écrit. Tout ça, ça s'écrit, ça se prépare, ça se tourne, ça met beaucoup de temps et ça se réalise. Et après, on a sorti notre bébé en octobre 2024, une belle avant-première qu'on a faite à l'école militaire, dans le plus bel amphi Foch. Et donc, ça a été un honneur de présenter notre travail après 2 ans et demi de boulot à tous nos partenaires, à tous les invités présents. Et grosse pression, parce que à part mon producteur, ma scénariste, mon ingé son ou mon équipe technique, personne n'avait vu le documentaire. Et moi, ça faisait des mois que j'étais dessus avec mon monteur, enfin, en tout cas, l'étalonneur. Et donc, on ne sait pas, en fait. Alors, même si mon équipe a dit, c'est super, mais le juge, c'est le public. Et voilà, les retours ont été super. Ouais, tu as eu la gentillesse de m'envoyer le lien pour que je puisse regarder avant cet entretien. Et j'ai adoré, c'est vachement bien. C'est vachement bien raconté. C'est vrai que c'est un regard particulier parce qu'on sent que t'es côté du milieu. C'est pas un reportage qu'on aurait pu voir à la télé classique, parce qu'on sent qu'il y a les gens te font quand même confiance. On n'aurait pas ce rapport avec quelqu'un d'autre, je pense. Et en même temps, c'est pas non plus à la gloire de l'institution, donc ça, tu prends de la distance. C'est très bien. Je trouve que c'est très intéressant. J'encourage les gens à aller le voir. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire, pour le moment? Alors, il va être bientôt visible. Alors, c'est vrai que ça fait 6 mois que je dis ça. Ça prend un peu de retard. Mais il sera bientôt visible sur Amazon Prime. Alors, quand je dis bientôt, c'est vraiment... j'espère que c'est une question de semaine, là. Okay.
je me dis qu'on laisse passer l'été parce que plus rien ne se passe en France l'été, tout la terre s'arrête de tourner, y compris les distributeurs et les producteurs. Donc je me dis qu'en septembre, c'est sûr qu'il y sera parce qu'il est déjà, ils ont tous les éléments. Amazon a validé le contenu. Donc pour l'instant, on n'a eu que des projections, on va dire en privé. Hein. Il y a eu 2 phases pour moi. La première, qui était une volonté de faire un tour de France, mais en tout cas un tour des unités. D'abord les unités de nos blessés, là, des 3 blessés, plus d'autres, pour le montrer aux principaux concernés, voilà, les militaires, tout simplement. Ceux qui sont pas partis en mission, ceux qui sont partis venus, ceux qui sont blessés, les chefs, etc. Enfin, toute la famille de l'armée, pour qu'ils voient le documentaire, pour que peut-être pour arriver peut-être à trouver les mots sur des mots et peut-être plus facilement libérer la parole chez certains blessés non reconnus ou en phase d'acceptation, etc. Donc 6 mois de projection entre différentes unités, même où on est reparti sur une maison Athos, on est reparti à Paris, Sciences Po Paris, on a fait quelques projections comme ça, touché la jeune génération aussi. Aventure incroyable parce que les retours hyper touchants, vraiment très forts, c'est fort. Hein. Alors on savait, je me rappelle des premières semaines quand j'ai commencé le tournage et je suis reparti à Fontainebleau au CNSD et le staff du département des blessés, il me dit, tu sais Laurent, tu vas t'accrocher, hein, tu es sûr que tu veux partir sur un documentaire qui traite de cette question parce que texto, tu vas en prendre plein la gueule, dans le sens où il y a de l'émotion vraiment, alors positive, hein, très, c'est hyper enrichissant, mais c'est vraiment de l'ascenseur émotionnel en permanence, quoi. Avant les projections, après on revient, après on prépare après on reçoit des témoignages en message privé ou un coup de fil, je n'aurais jamais imaginé. Donc ça a été ça, 6 mois, et puis après une volonté de l'ouvrir au grand public, parce qu'on n'arrêtait pas de me le dire, mais ça va au-delà des armées, le message que tu portes. Alors j'ai eu 1 ou 2 élus, il y a eu des personnes civiles qui étaient dans certaines de mes projections au début, et donc on a décidé avec mon équipe aussi de faire des projections en cinéma, et les retours, encore une fois, de gens complètement éloignés de la question militaire et encore plus de la blessure militaire, arriver à s'approprier le message de ce film pour leur histoire personnelle. Jamais j'aurais imaginé. Et ça a été loin. Ça a été redonne-moi le nom du livre qui t'a inspiré, parce qu'il y a un fil rouge dans mon documentaire. Et pour certains, c'est presque une thérapie. Voilà. Et voilà, c'est génial. Et après, on a inscrit aussi le documentaire dans des festivals du film à l'international, parce que quasi depuis le début, il est sous-titré en anglais. Et par principe, on m'a dit, il faudrait que tu l'inscrives dans tel et tel festival. Bon, pourquoi pas. Donc sur des thématiques handicap au sens large, ou des thématiques sport. Et là, ma grande surprise, encore une fois, dans le milieu du documentaire, avec des jurys qui reçoivent des centaines et des centaines de films, j'ai eu 1 ou 2 sélections, 3, une nomination, un prix. Et puis, donc, très surpris. Donc là, il y a quelques mois, le premier prix, Festival international près de Monaco, du film de sport, où on était, 400 films, je crois, ou 400 ou 500, je crois, issus de je ne sais pas combien de pays, et on se retrouve 6 vainqueurs, 6 primés dans 6 catégories. Et ça a été un honneur. Et puis surtout, oui, il y a la fierté du réalisateur, évidemment, parce qu'on se dit, on a tapé juste, mais par rapport au message qu'on porte. Et moi, j'étais ravi que le message qu'on porte à travers nos blessés arrive dans le milieu civil et touche les gens, et touche un jury, de se dire, il y a un très beau message dans votre film, et voilà.
Et en fait, ce prix a engendré après d'autres nominations. Et là, on en est à 3 ou 4 prix, une dizaine de sélections officielles des États-Unis, en passant par, là, j'étais finaliste dans un festival à Bangkok. Je viens juste de recevoir un prix en Slovénie. C'est génial. Aux États-Unis, dans un festival sur les vétérans. Donc voilà, alors, nominé, mais pas gagnant pour le coup, mais quand même nominé. Seul film français. Et l'aventure est assez incroyable aujourd'hui encore avec ce docu. Donc, bon, on fait un peu de teasing, mais c'est ça. C'est que dans quelques semaines, il sera visible sur Amazon Prime. Donc, la chance d'un second souffle sera accessible. Bon, très probablement au moment où cet épisode sort, ce qui sortira dans quelques semaines, je pense qu'au moment où on enregistre, on est encore en juillet. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce documentaire pour nous donner envie de le regarder? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est trois gars qui forcément, ils sont passés par la blessure dans le cadre de leur mission, avec des pathologies différentes. Donc, on a un gendarme, on a un ancien parachutiste du 1er HP et un ancien commando para du CPA 10. Donc Cyril, pour ceux qui le connaissent, Souleymane du 1er HP et Sébastien, qui était gendarme mobile au Pays Basque. Donc en gros, ils racontent leur histoire. Et je leur ai demandé, et c'était ce que tu me disais tout à l'heure, c'est juste, c'est que ils m'ont fait confiance depuis le début. Je leur ai expliqué le concept, que c'était pas juste une petite interview et 3 images, c'est que j'allais passer du temps avec eux, pour ce qu'ils souhaitaient chez eux, dans leur quotidien. Donc en fait, on rentre vraiment dans leur vie. Donc il y a vraiment de la confidence sur la vie d'avant, sur l'accident, sur voilà, le tragique de juste après l'accident, l'hospitalisation, etc. C'est assez dramatique comme parcours, comme pour beaucoup. Et après, la vie d'après, c'est comment ils remontent la pente. Et de quelle manière, là, évidemment. Le point commun de ces 3 blessés, c'est la reconstruction par le sport. C'est l'objet de ce documentaire, c'est la reconstruction par le sport des blessés des armées. Et donc, ça finit par Cyril qui est sélectionné en équipe de France paralympique, qui fait les paris à Paris 2024, et Souleymane et Sébastien qui sont sélectionnés pour les Invictus Games. Donc moi je les suis à Düsseldorf en Allemagne, première fois que je vois les IG en direct en fait au bord du terrain. Incroyable, ambiance incroyable. Moi, être avec eux, être avec la délégation en France, au plus près, dans les vestiaires, avant-match, après-match, la folie. Ça se ressent dans ton documentaire, parce que tu filmes caméra au point, et parfois même, il y a des moments où tu as l'impression d'être avec des potes, parce que les mecs disent des private jokes à ton micro, tu as l'impression qu'ils vont prendre ta caméra pour se filmer eux-mêmes. C'est vraiment, on dirait un peu les documentaires, c'est le frère d'Orelsan, qui a fait une série sur Amazon, justement. Parfois, tu as l'impression d'être un peu dans ce domaine-là. Et en même temps, après, tu es très corporate, tu reviens sur t'es à Percy, tu es avec des généraux. C'est vachement bien, je trouve, ce mélange, on accroche bien. Ouais, alors après, il faut savoir aussi, parce que des fois, on me demande, est-ce que c'est une commande de l'armée? Est-ce que... absolument pas. C'est un projet personnel. Bon, évidemment, j'étais en contact avec la DICODE pour faire valider mon film à la fin, pour acheter des images qui appartiennent à l'armée. Je fais des demandes et tout ça, donc clair. Mais en tout cas, c'est une réalisation personnelle et en tout cas, alors on raconte l'histoire de ces 3 blessés et en même temps, je voulais qu'il soit ce documentaire pédagogique. Et il est volontairement pédagogique où on explique le principe des rôles 1, rôle 2, rôle 3 sur le terrain, en mission, les prises en charge. Parce que même moi, qui ai passé quelques années quand même à l'armée et en mission, je ne savais même pas que le service de santé des armées était structuré de cette manière. Et la France est un des meilleurs pays dans ce domaine. Alors cette réactivité, avoir tous ces niveaux de prise en charge, c'est exceptionnel. Donc voilà. Oui, parce que dans le documentaire, tu vas vraiment expliquer
le parcours de la personne, le moment où ils racontent eux-mêmes quand ils ont été blessés au combat. Par exemple, l'ancien du CPA10, il explique, voilà, là, je suis blessé, il y a un hélicoptère qui est récupéré, je suis au rôle 1, donc vraiment presque un hôpital de campagne. C'est pas un hôpital de campagne, c'est un petit endroit où on peut traiter les urgences, puis après, hop, rôle 2, puis rôle 3, etc. C'est vrai que alors, dans le podcast, on avait reçu des gens qui parlaient un peu de ça, mais c'est vrai que le grand public, c'est pas ça. Même les médecins dans le civil, je sais pas, j'imagine que tu as eu des super retours de médecins ou de thérapeutes ou de gens qui... Exactement. Ouais. Ouais, j'ai eu des retours. Alors justement, dans mon entourage perso, je connais justement 2 médecins et dont un au Pays Basque, et j'ai voulu lui envoyer. Je lui ai demandé un peu, j'ai fait comme toi, je lui ai envoyé le lien en privé. Je lui ai dit, toi, pareil, qui est éloigné de la question militaire, par contre, tu es médecin. En plus, il prône le sport santé, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc, c'est lui qui m'a incité à faire une projection au Pays Basque en cinéma. Je voulais pas trop au début. Mais en effet, voilà, ils sont surpris de voir comment les Français sont pros là-dedans et les moyens mis en œuvre par l'institution pour, au-delà de la prise en charge médicale, mais l'après. La reconstruction, comment le CNSD se déplace pour faire des petits ateliers à Percy, tant que les gars ne sont pas autonomes, et après, pour ceux qui le souhaitent, ils viennent intégrer des parcours de reconstruction par le sport. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a des témoignages, évidemment, avec Sébastien qui est à la Maison Athos de Bordeaux, donc on a été tourner des images là-bas, il fallait aussi expliquer ce concept des maisons Athos, que beaucoup ne connaissent pas encore. Ouais. C'est assez récent. Explique-nous justement en quelques mots en quoi ça consiste. Maison Athos, la première, justement, qui est là où on a tourné, à Cambes, près de Bordeaux. C'est une maison de réhabilitation, je ne sais pas les termes, mais socio-professionnels, on va dire, mais surtout un cocon dans lequel les blessés peuvent venir se retrouver entre eux bien. L'environnement de la Maison Athos de Bordeaux est magnifique, hein, c'est une grande bâtisse dans la campagne. Il y a tout à disposition pour mettre les blessés dans les meilleures conditions. Et donc, ils sont encadrés, ils sont entourés avec des éducs, SP, etc. Donc, il y a un directeur qui va gérer tout ça, et aucune obligation. Il y a des petits ateliers, ils peuvent participer à des ateliers alors ça peut être de la culture, de l'artistique, du sport ou des petites activités nature, etc. Donc, il y a plein de choses et c'est hyper bénéfique pour eux. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas le spécialiste là-dedans, mais ça a été très intéressant d'aller s'immerger dans cette ambiance très cocooning, très... il y a un vrai... c'est une vraie bulle pour eux. Et beaucoup s'y sentent vraiment très bien. Ils viennent pour une journée, ils viennent pour 3 jours, parce qu'il y a des chambres... peuvent venir pour une semaine, et ça leur fait pour beaucoup une vraie parenthèse pour se retrouver avec les camarades et pour souffler un peu. Avec tout ce temps que tu as passé avec des blessés, puis avec l'institution qui t'en parle aussi, tu as parlé de 2 ans de travail. Est-ce que tu as vu des évolutions un peu marquantes dans cet espace-temps? Parce que on a l'impression, les blessés dans l'armée et dans l'armée de terre, parce que la CABAT, qui est l'organisme qui s'en occupe particulièrement, est assez actif sur ça. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et j'ai l'impression, en parlant avec les gens, que certains vont dire c'est pas assez, d'autres vont dire les blessés, on entend un peu pas trop parler, mais tu vois ce que je veux dire, des fois on a l'impression qu'il y a plusieurs sons de cloche. Toi qui as vécu dans cet univers-là, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Évidemment, après, il y a énormément d'initiatives qui sont faites justement pour eux, pour les blessés. Alors, il y a des challenges sportifs, il y a la journée, on était cette année aux Invalides, la journée, comme tous les ans, au profit des blessés. Donc maintenant, après, il y a plein de structures des associations, et qui œuvrent aussi pour eux. Alors, il y a quand même beaucoup de blessés, donc toutes ces initiatives sont complémentaires. Après, ça reste de l'humain, entre ceux qui sont extérieurs à la question, ceux qui ont été blessés, mais il y a longtemps, et qui n'étaient pas à l'époque dans un parcours, on va dire, d'accompagnement comme ça. Donc des fois, il peut y avoir des divergences de vision, d'opinion.
Bon, maintenant, voilà, moi, je reste extérieur à ça. Moi, je voulais raconter des belles histoires. Et, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs qui sont inspirants, beaucoup de blessés sportifs inspirants, et pas que sportifs, parce que moi, j'ai voulu traiter cette question sous le prisme du sport, de la reconstruction par le sport, mais c'est qu'un outil. C'est très bien expliqué dans mon docu, hein, par le staff du département des blessés, mais il existe d'autres manières de se reconstruire. Moi, j'ai croisé des blessés qui sont construits grâce à la musique, donc qui vont écrire leur partition et leurs textes et qui vont les chanter, les enregistrer. On a des musiciens, on a des peintres. D'ailleurs, il y a les soldartistes là ils se sont regroupés. Je trouve ça génial de donner la parole ou d'utiliser les réseaux sociaux pour montrer toutes les manières possibles de se reconstruire. Et je trouve ça plutôt bénéfique. Et c'est des initiatives qui sont pour beaucoup inspirantes pour les autres blessés, ceux qui sont au début de la blessure. Ouais. Et l'idée de tout ça est aussi l'idée du documentaire. Et c'est un peu, je ne vais pas spoiler la fin, mais il y a un petit message d'encouragement de nos blessés pour ceux qui vont voir ce film et qui sont peut-être dans leur canapé chez eux depuis quelques mois ou plus, qui se disent tout est possible. Voilà. On peut arriver au fond de la piscine, et taper du pied, remonter à la surface et arriver là-haut et arriver à trouver la main qu'on leur tend. Des mains, il y en a plein. Il faut la voir, vouloir la prendre à un moment donné. Donc voilà, moi je reste, quoi qu'il arrive, sur ces visions-là, positives, dans des histoires dramatiques et plein d'exemples qui sont incroyables. Cette histoire-là, elle a beaucoup de sens dans le contexte actuel où on reparle de guerre de haute intensité, je te ressors pas tous les éléments de langage, mais il y a juste à allumer les infos pour voir tout ce qui se passe dans le monde et le fait que, tu vois, l'Ukraine, par exemple, a un vrai sujet avec ses blessés de guerre aussi, parce qu'il y en a tous les jours des centaines. Sans faire de prospective à deux balles, hein, comment tu penses que ça pourrait évoluer si demain on rentrait dans un contexte de guerre? Est-ce que tu penses que on serait sur des choses... comment ce sujet évoluerait, tu penses? Voilà, c'est compliqué, hein. Encore une fois, non, mais je veux dire, je suis pas spécialiste. Je peux avoir mon idée, mais c'est compliqué de développer une question aussi sensible. Maintenant, en résumé, on a des structures, en tout cas de ce que j'ai pu voir pendant ces 2 années de tournage, quasiment, des structures extrêmement bien faites pour accueillir les blessés. Point de vue médical, déjà, je pense qu'on est vraiment au top. Après, évidemment, il y a plein de choses qui sont perfectibles, mais il y a des choses qui sont uniques en France. Hein, on en parle dans mon film, mais la maison des blessés à Percy, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que les blessés les plus graves qui vont passer des mois à Percy, il y a des appartements qui sont mis à disposition pour leur famille. Ouais. Ils sont chouettes, des appartements en plus. C'est incroyable. Je ne sais pas si d'autres pays proposent des choses comme ça dans leurs hôpitaux militaires. Mais en tout cas, les bienfaits, ils sont indéniables pour les blessés qui sont là, un peu pour certains isolés justement dans le dur. Et d'avoir leur famille à côté, ça c'est fabuleux. Donc voilà. Alors, les maisons Athos, il y en a des nouvelles qui s'ouvrent parce que malheureusement, il y a beaucoup de cas de syndrome post-traumatique. Donc c'est bien qu'il y ait les moyens qui sont mis en œuvre pour l'ouverture de ces différentes maisons sur tout le territoire. C'est une très bonne chose. Après, les hôpitaux militaires, ils sont très pros depuis toujours et encore plus, je pense, depuis ces dernières années. Encore une fois, c'est pas mon domaine, mais ils ont fait leurs preuves. Et ensuite, il y a encore beaucoup d'associations qui viennent en complément de ce que propose l'institution. Et ça, il ne faut pas les oublier. Il y a énormément d'associations qui œuvrent pour eux. Et moi, je vois un maillage hyper cohérent, en fait, entre l'institution, la partie purement militaire, la partie médicale, et puis après, les associations d'aide aux blessés, toutes les initiatives, et puis les camarades des régiments qui n'hésitent pas à mouiller le maillot
pour à chaque fois relever des fonds et qui vont être versés dans les associations. Voilà. Tout ça, un cercle très, très vertueux. Donc, les projections compliquées, évidemment, après, la vie est faite comme ça. Les conflits, les nouveaux conflits, on a des territoires des théâtres qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Maintenant, on va laisser des spécialistes de géopolitique faire des projections. Moi, je reste sur ce que je sais faire, tourner des images et mettre en avant et le mieux possible toutes ces belles initiatives. Alors justement, toutes ces initiatives, c'est quand j'ai regardé ton documentaire, ça m'a surpris pour le moment de voir même le petit village de sportifs là dans la nature que tu montres. J'ai trouvé ça dingue parce que j'avais pas connaissance de tous ces moyens qui étaient mis en place, tu vois. Et pourtant, je suis quand même journaliste un peu de défense, quoi, sur ces créneaux. Je fais un peu de veille, mais j'avais pas vu, peut-être, ça m'a pas sauté aux yeux. Et j'ai l'impression que l'armée communique pas beaucoup sur ça. Ou je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui as vu un peu de l'intérieur même les communicants de ces différents services? Je sais que le SSA, le service de santé des armées, c'est pas ils n'ont pas le bureau com le plus étoffé comme dans d'autres bureaux, c'est sûr, mais comment t'expliques que ça soit pas si visible que ça pour le grand public? Bon, évidemment, moi j'ai vu les infos remonter parce que je fais une veille aussi sur tous ces domaines-là. Le CNSD, moi je les ai beaucoup côtoyés, donc je savais qu'il y avait ce village de blessés. C'était un projet qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Donc dans mon documentaire, on voit les images, on va dire 3D. Et maintenant, il est là. Il a accueilli les premières familles, les premiers blessés. C'est quelque chose qui est fabuleux dans la forêt, enfin dans le CNSD, dans le grand espace du CNSD, qui est ce village des blessés et qui accueille les blessés, leurs familles, avec des salles communes, avec tous les outils pour les mettre dans les meilleures dispositions. Et bien ça aussi, voilà, il y a des financements privés, tous les partenaires institutionnels qu'on connaît tous, qui ont été les miens aussi pour ce projet-là. Donc ils sont tous là aussi, on va pas les nommer un par un, mais heureusement qu'ils sont là aussi. Donc tout ça, encore une fois, voilà, eux, partenaires privés, s'associent aussi avec les associations, l'institution, pour ces gros projets. Et il y a des belles initiatives dans ce sens-là. Et voilà, donc j'ai voulu montrer, alors une liste non exhaustive de ce qui existe, mais avec ma vision et avec mes recherches à l'instant T, au moment où j'ai écrit et tourné ces premières images, tout ce qui existait. C'est bien parce que moi, j'ai même pas vu, j'ai pas assez regardé, j'ai pas assez cherché peut-être pour voir ces images-là et ces informations, donc super. Et puis après, évidemment, les structures, si on revient à la question de la communication, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont tous des cellules com, des photographes ou des vidéastes. Après, ils ont leur politique de communication, de com externe, voilà, avec leurs canaux, etc. Donc maintenant, voilà, on en parle. Si on peut chercher les infos, on les trouve. Sur des sujets comme ça, il n'y a rien de confidentiel. Mais c'est bien, et c'est en effet, plus on en parle, et plus justement, pour les concernés, c'était un peu le but aussi de mon documentaire, justement, avec cette volonté qu'il soit pédagogique, pour que les principaux concernés, ceux qui sont dans leur régiment un peu isolés, évidemment il y a les CABAT, il y a toutes les cellules d'aide aux blessés qui sont pas loin, maintenant il y a les BEH dans les régiments, les bureaux environnement humain, donc c'est les contacts privilégiés entre les chefs et les blessés. Donc heureusement qu'ils sont là, donc il y a un maillage qui est assez cohérent, mais il faut leur donner un max d'infos pour que s'ils le souhaitent, ils peuvent intégrer tel parcours ou aller se reposer dans telle maison ou... Oui, parce que même s'il y a des gens en uniforme qui sont là pour accompagner, quand tu es blessé psychique, tu n'as peut-être pas envie d'aller parler avec d'autres uniformes. Donc, tu as besoin des fois que les médias donnent l'information. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est le rôle aussi. Pour revenir un peu sur le docu, sur les histoires que tu racontes, il y en a une qui est particulièrement émouvante. Les trois sont émouvantes, mais forcément, celle qui fait le plus... qui fait le plus réagir, c'est celle de Cyril, puisqu'il perd ses deux jambes.
voir quelqu'un perdre ses 2 jambes et voir sa reconstruction pour ensuite, comme tu l'as dit, devenir athlète, para-athlète aux Jeux Olympiques à Paris, c'est quand même incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être en quelques mots ce qui lui est arrivé et ce que tu as perçu de son histoire, ce qui t'a marqué peut-être particulièrement avec lui? Ouais, alors Cyril, moi j'ai voulu qu'il apparaisse dans le docu parce que, alors je le connaissais pas personnellement, on avait des copains en commun et je le suivais un petit peu sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, le parti pris du réalisateur, c'est que je voulais qu'il y ait un commando pour rappeler à mes anciens camarades et le milieu duquel je viens, je voulais qu'il y ait un commando blessé. Et donc Cyril, encore une fois, entre les copains en commun, etc., je l'ai contacté, voir s'il souhaitait apparaître. Et donc il a de suite dit oui, on s'est rencontrés, il m'a raconté son histoire. Et donc, oui, Cyril, parcours. Donc, il est arrivé dans les forces spéciales, CPA 10 et mission en Irak. Il le raconte dans plein d'interviews. Donc, un drone piégé qui pète et donc ils sont avec son camarade 2 blessés. Et donc, là aussi, en termes de prise en charge, alors, ça qui est impressionnant, c'est que ils ont cette capacité dans ces groupes-là d'être déjà bien formés individuellement sur l'automédication, c'est-à-dire que lui, il réalise qu'il a perdu une jambe et il se pose lui-même le garrot quelques secondes avant que ses camarades qui sont juste à côté ne viennent. Donc en fait, il y a cette force aussi et ce professionnalisme dans ces groupes, c'est la réactivité de se dire, ils savent tous très bien que s'il n'y a pas de garrot sur une jambe arrachée, en quelques minutes, c'est fini. Donc il y a eu ce geste technique associé au groupe derrière qui le stabilise, et après, on explique la prise en charge, etc. Donc, et lui, cette force, voilà. Encore une fois, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais moi, il me l'a raconté, il m'a donné quelques images d'illustration, etc. Mais se dire que rapidement, réaliser la gravité de la situation, après, c'était très compliqué. On parle voilà, il a perdu je sais pas combien de kilos, il est en réanimation, après il se réveille, il réalise, après il passe des mois à alité, après bref. Mais c'est surtout, grosso modo, c'est au bout d'un moment se dire voilà, moi je faisais partie des meilleurs, en gros, unité spéciale, maintenant je vais reprendre le sport rapidement et je vais faire partie des meilleurs rapidement. C'est un mindset en fait, c'est vraiment un formatage et la vitesse à laquelle il a récupéré, la vitesse à laquelle il a intégré à ses prothèses sa nouvelle vie, le fait de vouloir de suite intégrer l'équipe de France de volley assis, et puis après, quelques temps après, être à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, waouh! Donc encore une fois, un exemple pour d'autres. Alors, évidemment, chacun à son niveau. Mais de se dire encore une fois, partie d'une histoire dramatique qui aurait pu l'être encore plus, de se dire maintenant, nouvelle vie, comme ça, tout est possible. Quasi. Tout est possible. Donc voilà, il y a ce témoignage-là, dans un autre registre, si on développe, Souleymane, première mission, premier mois au Mali, et puis voilà, il se retrouve seul survivant de cette explosion, et puis voilà, et quand je le croise pour la première fois, avec son sourire, ce côté hyper positif, il avait presque l'âge de mon fils, c'est incroyable. Je lui ai dit, mais c'est... Donc pareil, échanger un peu avec lui, et je lui ai proposé, parce que je lui ai dit, moi j'ai envie de faire un clin d'œil à la garnison aussi. Moi j'étais au 35 à Tarbes, lui était au 1er HP. Je lui ai dit, est-ce que tu accepterais? Et il a dit oui. Donc c'est pas anodin en fait, le choix de ces 3 blessés, parce qu'ils ont tous leur histoire, on a des points communs. Et puis pour finir, Sébastien, moi je l'ai connu au bord d'un terrain de rugby
Ouais, il est du Pays Basque, je suis du Pays Basque. On fait du surf ensemble maintenant. Et on a plein de points communs. Et lui, voilà, il s'est vu dévisager. Il était en mission en Guyane, etc. Donc, et il a déclenché un TSPT à ce moment-là. Et lui, avec beaucoup d'émotion aussi, il raconte en fait le fait d'avoir plongé un peu dans ce syndrome post-traumatique, de mettre des mots sur cette blessure-là, sur ces symptômes-là, se détacher de sa famille, de ses amis, être chez soi, de sombrer un peu dans l'alcool. Enfin, c'est compliqué. Et il explique avec beaucoup d'émotion cette phase-là, la manière avec laquelle il a pris le taureau par les cornes pour rebondir et puis se prendre en main. Et comme il explique, lui aussi, il avait la culture du sport entre la pelote, le surf, le rugby. Il était, lui, gendarme mobile, donc il y a toujours cette culture du sport, de la muscu. Lui, il s'est remis à fond. Et puis, parcours de reconstruction, les IG une fois, les IG encore, les Invictus Games, là, au Canada, capitaine de son équipe de rugby fauteuil. Il rentre cette année avec une médaille d'or en rugby fauteuil. C'est historique pour la France parce que titre détenu depuis des années par les Américains. Enfin, moi, c'était l'apothéose. L'apothéose. Ouais, c'est chouette. Des parcours incroyables. C'est vrai que le syndrome post-traumatique, c'est peut-être la blessure, quand tu lis dans le film aussi, ou je ne sais plus qui le dit dans le film, mais c'est la blessure invisible et qui est peut-être la plus présente au final chez tous les blessés, parce que les blessés physiques sont souvent aussi blessés psychiques, et le blessé psychique qui n'est pas blessé physiquement, on a un peu du mal à comprendre. Dans le podcast, on avait reçu Scoob, que tu connais peut-être du CPA10 aussi, qui avait été blessé en Afghanistan et qui raconte dans un podcast avec son thérapeute. D'ailleurs, c'était un podcast qu'on a fait à 3, et son thérapeute explique comment il a réussi à le guérir. C'est un grand mot, parce que en tout cas le faire passer les étapes qui font qu'il a réussi à ne plus avoir les comportements avec sa femme, ses proches, qui l'isolent et qui l'empêchent d'avancer. Donc j'encourage les gens à aller écouter ça quand on aura terminé cet épisode. Et t'as appris quoi, toi, sur le syndrome post-traumatique dans ces recherches? Parce que tu l'as dit, t'as écrit beaucoup, j'imagine que t'as fait aussi beaucoup de recherches, t'as parlé avec des experts. T'as appris quoi? Qu'est-ce que les gens devraient retenir de ça, de ce syndrome-là et de cette blessure? Alors qu'il y a déjà différents degrés de blessures. Il y a des blessures qui se réveillent, alors soit de suite en retour de mission, donc avec des changements de comportement, on va dire malheureusement classiques par rapport à la famille, etc., ou d'autres qui peuvent se déclencher des semaines, des mois, voire des années après. C'est là toute la complexité. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médic, je suis pas... mais c'est avec tous ceux avec qui j'ai discuté, que ce soit médecin, psy ou blessé. C'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Certains sont vraiment enfermés sur eux. On parle différentes phases, toujours pareil. Il y a l'acceptation après la phase de on va dire un peu de réveil, de se dire ok, j'accepte de sortir de chez moi, ou j'accepte de commencer à côtoyer des thérapeutes, des camarades, etc. Et après jusqu'à pour certains retrouver un emploi, il y en a des phases. Et ça peut durer très longtemps. Donc voilà, moi il ne faut pas juger, il faut bien connaître l'histoire des uns, des autres, accepter. Il faut que les blessés eux-mêmes acceptent leurs blessures. C'est toujours compliqué, facile à dire. Mais que l'entourage aussi accepte et puis soit au courant. Et c'est là où la communication ou l'échange avec les familles et les spécialistes, pour que les familles et l'entourage proche arrivent à décrypter certains comportements pour bien comprendre qu'il s'agit bien d'un syndrome post-traumatique. De toute façon, maintenant, il y a des commissions médicales qui se réunissent pour définir si tel cas est TSPT ou pas. Donc, c'est pas le blessé lui-même qui se juge comme ça, ou nous qui le faisons.
Pour le coup, là, c'est très codifié. Donc voilà, c'est compliqué parce que se lie, je pense, à la blessure, il y a la personnalité. On est tous plus ou moins sensibles, plus ou moins grincheux, plus ou moins. Donc, quand on a une personnalité affirmée avec un peu d'expérience dans l'armée, plus avoir vécu des situations compliquées, il y a forcément, à un moment donné, ou pas, mais des changements de comportement qui peuvent s'aggraver parce qu'on va rajouter une mission derrière ou parce que il y a des éléments extérieurs, purement privés, etc. Donc, je pense que la question est très complexe, sensible, et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes, il y a des psys, et notamment au niveau SSA, je pense qu'on a des très bons spécialistes là-dedans. Certains ont leur psy privé aussi. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut l'intégrer, et le fait depuis quelques années qu'on en parle, qu'il y ait ces structures-là qui se créent, et que nous, peut-être, à travers nos films aussi, on en parle, ça permet de mieux faire comprendre cette blessure-là. Et d'ailleurs, dans mes différentes projections que j'ai pu avoir, j'en ai eu une notamment qui m'a marqué dans un régiment où quelqu'un est venu me voir après la projection. Il était en civil et c'était un délégué d'une assurance, un délégué régional, et qui arrive un peu avec les yeux un peu mouillés, un peu presque la larme aux yeux, en me disant merci parce que les gens vont enfin comprendre notre blessure, et parce que nous on n'arrive pas à leur faire comprendre avec nos mots. Donc on voit évidemment qu'il y a un petit syndrome derrière. Quelqu'un de très stable malgré tout, mais qui, après le film, il y a des choses qui ressortent, mais c'est des bouleversements, c'est ce qu'ils me disent, plutôt positifs. Parce qu'ils sont contents de savoir qu'il y a la question qui est médiatisée, qu'il y a des témoignages qui se font et qui sont après accompagnés par nos blessés, qui pour deux d'entre eux en tout cas, sont souvent venus dans les projections pour témoigner après. Et ça, les retours sont super positifs pour notamment les blessés TSPT. Et puis en plus, c'est un symptôme qui touche aussi les civils. On l'a vu avec les attentats, qui est un peu le côté extrême, mais il y a dans certaines professions, il y a des gens qui sont victimes ou témoins de choses assez traumatisantes qui font que ça vient créer ce syndrome chez eux. Peut-être même parfois un accident de la route peut le créer. Et puis tu l'as dit, ça dépend aussi de la personnalité des gens. Peut-être qu'un militaire est peut-être plus à même de supporter certaines choses parce qu'il y a une formation, encore que pas forcément. Mais en tout cas sur le papier, c'est ce qui est vendu. Et toi, à titre personnel, dans ce travail de réalisation, le fait d'avoir côtoyé ces gens de façon, tu l'as dit, presque intime, il y a un de tes personnages, t'es avec sa femme, t'as des scènes où elle amène dans sa voiture, enfin t'es quand même les passages aux Zenitus Games, tu vois les familles, t'es avec eux et tout, c'est vachement bien. Comment tu fais pour garder de la distance en tant que réalisateur? Alors, t'es pas journaliste, t'es pas journaliste, Non. mais tu dois quand même avoir ce rôle un peu de journaliste, de prendre de la distance avec ton sujet, ou pas d'ailleurs. Comment tu l'as vécu ça? Ouais, c'est toute la difficulté. Dans des moments forts comme ça, mais d'être focus en fait sur les images. On n'est pas en studio, on refait pas des scènes, on ne trouve pas de la pub. On est ce qu'on appelle en run and gun. On prend la caméra, on allume, on est sûr d'avoir le bon cadrage, le micro allumé, et puis on va chercher de l'émotion, on va chercher des instants forts d'une fin de match, ou si c'est dans des scènes du quotidien. Donc c'est le mix entre la discrétion, leur laisser vivre des moments comme ça. Après, ils m'acceptent parce qu'ils savent que je suis en phase de tournage de ce docu. Après, moi, personnellement, ça m'a touché. La chair de poule, j'ai eu un paquet de fois, et le petit vibrato dans la voix quand je leur parlais, parce que ils font passer de l'émotion de manière impressionnante. Émotion toujours positive, encore une fois, mais voilà. Donc, c'est exactement ça, c'est garder l'équilibre entre, quand je fais l'interview, je sais pas moi, de Sébastien, juste après son dernier match, il me dit que dans 2 jours, c'est fini, il rentre en France.
bon voilà, je suis sur une interview, donc j'ai un cadre avec des règles à respecter. Est-ce que j'ai le bon son et tout ça? Et je sens qu'il y a de l'émotion et il me transmet cette émotion. Et voilà. Donc c'est bon, une succession comme ça de phases de tournage dans les interviews qu'on a fait chez l'un, chez l'autre. Sébastien, il voulait qu'on fasse cette interview chez lui, que je sois tout seul. D'habitude, j'ai fait l'interview avec un ingé son, avec un deuxième cadreur. J'arrive avec une équipe. Quand j'étais chez Cyril, on était toute une équipe. Sébastien, il voulait que je sois tout seul. Il m'a fait confiance pour qu'il se livre tel qu'il s'est livré là. Il voulait me raconter son histoire à moi et à personne d'autre. Donc je suis arrivé voilà, avec mes caméras, avec mes lumières, j'ai tout géré tout seul. Et ces moments-là de confidence aussi sont très touchantes, vraiment. On prend le temps, on laisse tourner les caméras et c'est de la discussion en fait. Il faut pas être intrusif dans les questions. Moi, je leur ai toujours dit, j'allais jamais poser des questions qui dérangent. Ils me racontaient ce qu'ils voulaient. On n'a pas fait des reprises parce que j'estimais que c'était pas bien, etc. Jamais. Et c'est là où on a, je pense, des témoignages vraiment pas surjoués et au contraire très sincères. Et ça, apparemment, j'ai eu du temps à le comprendre, là où tout le monde ressent cette émotion à un moment donné de ce film, où on respecte les fameuses courbes dramaturgiques que m'a appris ma scénariste. Et donc, on l'a mise en application sur ce documentaire, mais de manière la plus naturelle possible. Ouais, c'est vrai que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent n'ont peut-être pas conscience que c'est pas aussi simple que d'appuyer sur le bouton rouge REC. Et c'est pas aussi simple de raconter une histoire en monte pas juste comme ça par hasard. Tu l'as dit, ça demande quand même du temps d'écriture, de plein d'éléments de storytelling pour rendre le truc intéressant. Et malheureusement, on est peut-être un peu habitué à des choses qu'on voit à la télé qui sont souvent un peu trop montées ou trop parfois même manipulées. Je pense à plein de documentaires, je vais pas citer, mais je pense que tu vois de quoi je parle dans certaines émissions où il y a des producteurs un peu moins scrupuleux qui vont essayer de faire pleurer les gens ou appuyer là où ça fait mal. Et sur une thématique aussi lourde que la tienne, je trouve que c'est très honnête et je dis pas ça pour te faire plaisir. C'est ce que j'ai ressenti sur le documentaire, je trouve ça très bien. Parce que il y a pile la distance qu'il faut et je trouve ça très bien. Ouais, c'était toute la complexité en fait, de pas rentrer dans le pathos comme on dit ou le voyeurisme. C'était hors de question. C'est pas dans ma nature. Je suis pas formé pour ça non plus, comme ça. Et je l'ai fait moi avec mes tripes et avec un peu de théorie qu'on met en pratique sur un docu, mais en même temps c'est de l'humain en fait. C'est que de ça et encore une fois personne m'a obligé à faire telle ou telle scène ou à le monter d'une telle manière. Pour l'instant en fait voilà non plus je l'ai pas monté pour des chaînes de télé, même si mon producteur l'a présenté à différentes chaînes. Aucune chaîne n'a voulu le prendre, mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas réalisé comme certains docus qu'on voit dans des grandes chaînes. Et moi, je voulais surtout pas coller à un certain style ou vendre mon docu à telle chaîne et le réaliser en conséquence. C'est hors de question. Donc, je préfère faire ce qu'on a fait là. J'en suis ravi. Des belles projections. On a été jusqu'à Ballard. On l'a projeté à l'Assemblée nationale devant des députés. J'étais ici au Palais Niel, au Palais du Général à Toulouse, entouré de différents profils. On a fait des projections incroyables, avec des retours incroyables. Et c'est ça, moi, la rencontre, l'humain. Les festivals du film, encore une fois, jamais j'aurais mis un billet sur cette reconnaissance dans le milieu du documentaire à l'international. Donc voilà. Et pour finir, c'est vrai que j'explique que depuis quelques mois déjà, à chaque fois que je présente mon film et en répondant aux questions d'après les projections, c'est que vraiment, ce projet m'a transformé en tant qu'homme et en tant que réalisateur. Et c'est vraiment, je le répète, et c'est une réalité. Parce qu'on ne sort pas indemne en fait d'un projet comme ça, en immersion quasiment. Et donc, c'est ce qui m'a amené après à... Voilà, évidemment, je dis que je suis vidéaste réalisateur, mais en fait, j'ai aussi une nouvelle fonction depuis quelques mois. On était sur la fin des projections en unité il y a quelques mois. Et donc,
j'étais avec l'un de mes partenaires et je lui disais que je me voyais mal, quelques semaines après, revenir dans mon train-train de réalisateur, entreprise, collectivité, etc. Et je ne me voyais pas revenir à faire des clips classiques. Et j'ai vécu tellement de choses fortes avec ce film que je voulais continuer à œuvrer pour les blessés ou dans ce domaine-là, raconter d'autres histoires, parce que c'est frustrant d'avoir côtoyé d'autres blessés qui ont tous et toutes des histoires incroyables et se dire qu'on s'arrête là. Alors oui, on me dit, mais tu aurais pu faire un autre documentaire, oui, mais voilà, donc j'en parlais et c'est là où donc, le président de l'association Soutien Commando, avec qui moi je suis adhérent symboliquement depuis quelques années, pour qui j'ai fait quelques réalisations vidéo ces dernières années, m'a proposé si je voulais intégrer l'association en tant que salarié, parce que c'est une association qui se développe énormément, qui a une grosse communauté, qui œuvre pour le confort des opérateurs commando, en général, de manière large, qui œuvre pour le devoir de mémoire aussi, et pour soutenir des initiatives au profit de blessés anciens commandos. Donc 3 axes de développement, moi que je trouve génial, et donc j'ai accepté cette nouvelle aventure, qui donc c'est un alignement de planètes, de se dire que je travaille au profit maintenant de cette association et de cette cause, de ces causes, mes familles de cœur qui sont les commandos et puis les blessés, parce qu'ils m'ont tellement apporté que j'ai envie de continuer à les aider et à raconter leurs histoires à travers la caméra. Donc toute nouvelle aventure qui commence là, et je ne pouvais pas espérer mieux en fait pour continuer à raconter des belles histoires. Trop bien, super. Écoute, merci pour cet échange. On renvoie les gens vers Amazon, du coup, pour quand ça sera sorti. Et puis, peut-être ailleurs, le moment où ils écouteront peut-être cet épisode, on mettra des liens en description pour retrouver ce travail qui mérite d'être vu effectivement par le plus grand nombre. Et pas que les militaires, pas que les gens de l'association, mais aussi le grand public, pour essayer de comprendre ces thématiques-là, parce que tu l'as dit, il y a un travail de pédagogie important, même pour le service de santé des armées, qui mérite aussi qu'on s'y intéresse. Donc merci, et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.